Notre qualité de vie ne cesse de s'améliorer. La qualité de l'eau et de notre nourriture est telle que nous n'avons plus besoin, depuis des années déjà, de nous inquiéter qu'elle ne nous rende malades, en plus d'être en abondance plus que suffisante en quantité autant qu'en variété. Par exemple, là où avant les enfants recevaient des oranges pour Noël, aujourd'hui, ils font consommer toute l'année. Ces améliorations sont sans contredit bénéfiques, mais nous ne prenons que trop rarement le temps de prendre en compte le coût d'opportunité d'une telle abondance, retrouvé entre autres dans les conséquences de production des produits de tous les jours et la paresse associée à la proximité qu'offrent les moyens de transport automoteurs. Regardons un peu plus en détail les conséquences qu'ont ces coûts d'opportunité sur notre santé globale. L'agriculture est une activité humaine qui est considérée comme la plus polluante et la plus dégénérative à la fois pour les humains et notre planète. En effet, les pesticides aspergés sur nos aliments, même après le lavage, agissent sur le système endocrinien et immunitaire, sont des cancérogènes reconnus pour les humains et peuvent entraîner une augmentation de la fréquence des fausses couches et réduire la fécondité. Au moins 3 millions de travailleurs agricoles dans le monde souffrent chaque année de ces complications et au moins 220 000 en meurent. Les pesticides pourraient être responsables de certains cas de cancer du sein, de la prostate et des testicules, de l'endométriose, de développement sexuel anormal, de réduction de la fertilité mâle, de dommages aux glandes thyroïdes, de dérèglement du système immunitaire et de problèmes d'apprentissage, de comportement, troubles hormonaux et neurologiques. L'utilisation excessive de produits chimiques finit soit dans les nappes phréatiques, soit dans les cours d'eau bas piscines. L'industrie de l'agriculture se sert de quantités d'eau immenses, cause parfois du manque d'eau dans certaines régions sur la planète. Au cours des 100 dernières années, depuis l'avènement des pratiques agricoles modernes, le sol a été de plus en plus compromis par l'épuisement massif des minéraux et autres éléments nutritifs. L'épuisement des sols nécessite l'application de quantités encore plus importantes de produits chimiques, portant des engrais et des pesticides plus sévères pour protéger les plantes. Le résultat est de produire des aliments plus contaminés par des toxines, mais qui contiennent également moins de nutrition. L'utilisation de fertilisants et de pesticides, les émissions de gaz à effet de serre venant des processus d'agriculture, la déforestation, ainsi que le transport de produits, environ 33% des émissions de gaz à effet de serre totales sur notre planète. Le transport à lui seul compte pour 13,1%. Tandis que pour les OGM, aucune étude scientifique rigoureuse n'a encore démontré que la consommation d'aliments avec OGM comportait plus de risques que la consommation d'aliments traditionnels. Aujourd'hui, plusieurs spécialistes s'entendent à dire que la présence de polluants, plus précisément en milieu urbain, perturbe le système endocrinien et les hormones du stress. On évoque le mercure, le plomb et le biphényl polychloré. Ils perturberaient notre système et augmenteraient les probabilités de souffrir de stress chronique, des maladies métaboliques et psychiatriques. En plus, de récentes études allemandes et montréalaises ont démontré à l'aide de l'imagerie médicale que des régions du cerveau réagissent différemment selon qu'on habite en ville ou en campagne. L'amygdale serait en cause. Son rôle est de détecter les menaces. Suivant cette idée, lors d'une expérience, les scientifiques affirment que l'exposition à des scènes relatives à la nature, comme des arbres, aurait permis d'abaisser plus rapidement le stress des cobayes. Les études actuelles ne nous permettent pas encore de cerner le problème, mais on peut affirmer que la vie en ville nous est maladive. Une autre étude, celle-ci danoise, démontre elle aussi une relation positive entre la présence d'espaces verts et la santé. Les gens qui habitent à plus d'1 kilomètre des espaces verts rapportent un état de santé moins bon, une qualité de vie moindre et plus de stress que les personnes vivant plus proches. Peut-on dire qu'il y a assez d'espace réservé aux cyclistes à Montréal? Si on voudrait faire du vélo, on a 3 grandes pistes cyclables et vu que Montréal est une île, ces pistes cyclables ont été construites en sorte pour profiter des bords de l'eau. La première piste est sur le boulevard Gouin, la deuxième piste sur Canal Lachine et la troisième suit la voie maritime du Saint-Laurent. Il est vrai aussi qu'il y a des endroits dans la ville réservés aux cyclistes pour la circulation. Mais malgré ça, Montréal ne reste pas assez vert aux yeux du monde.
Dernièrement, il essaie de faire plus d'aménagements cyclables. Des zones d'entrecroisement à l'intersection ont été réalisées afin de faciliter la gestion des mouvements entre les cyclistes et les automobiles. Les chaussées désignées sont devenues plus nombreuses. Ce sont des rues officiellement reconnues comme voies cyclables, partagées par les cyclistes et les automobiles. Plus de bandes cyclables ont aussi été faites pour faciliter la circulation cycliste dans la ville et éviter les accidents. Montréal veut progresser, mais malgré ça, il reste très pollué et il faudrait plus de changements pour vraiment faire une différence. Il devrait alors suivre l'exemple de Vancouver. Il a une population de 2,2 millions d'habitants qui se sont fixés l'objectif de devenir la ville la plus verte du monde en 2020. Et pour le réaliser, ceci passe nécessairement par l'usage du vélo. La ville est très verte et les vélos trouvent idéalement leur place dans cet environnement. Les samedis et dimanches, les promeneurs et les cyclistes systématiquement masqués circulent dans la ville. La ville a atteint son objectif à 50% pour devenir la ville la plus verte du monde. Et on souhaite que Montréal fasse la même chose. Partage de 240 particules par million. Ces résultats sont alarmants quand on sait qu'une journée normale en été à Montréal est de 72 ppm et qu'en période de smog, cela peut monter jusqu'à 1100 ppm. On peut donc voir que la région où l'on habite au Québec a un impact sur notre santé globale. Par exemple, le maximum de smog atteint par région est de 2800 ppm à Montréal, la même chose qu'à Québec. 1200 en Estrie, 672 dans les Laurentides et 816 en Abitibi. Les gens en ville sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé, surtout au niveau respiratoire, que les gens en banlieue et en campagne. Plus la densité de population est grande, plus les risques sont élevés. Alors, la campagne est un bien meilleur choix pour la qualité de l'air. Cependant, il y a aussi d'autres facteurs qui affectent la qualité de l'air, comme vivre à côté d'une usine. Les vapeurs toxiques émanées par celle-ci sont très dangereuses pour les populations avoisinantes. Puis, même si c'est en campagne, la qualité de l'air peut être réduite par les usines qui polluent l'atmosphère. C'est bien mieux qu'en ville, par contre. Bref, la vie en ville affecte négativement notre santé comparativement à la campagne et aux banlieues, où la situation est meilleure, mais alarmante quand même. Maintenant, un exemple sur la Chine. La situation là-bas est un désastre. À Pékin, il y a 13 000 ppm de smog en moyenne et certaines villes industrielles comme Zhengzhou atteignent 18 000 ppm. C'est pourquoi il y a au moins 1,2 million de morts prématurées en Chine par année à cause du smog en trop grande concentration. La densité de population urbaine associée à l'accessibilité des moyens de transport individuels cause de graves problèmes de santé en plus d'éloigner les centres de production alimentaire, causant une plus grande demande en transport et demandant des moyens de production plus efficaces, souvent associés aux engrais et aux pesticides qui sont nuisibles. Mais ces centres urbains ont aussi le désavantage d'avoir les destinations trop longues pour le déplacement pédestre, mais trop courtes pour plusieurs moyens de transport collectif. Ce sont donc plusieurs de ces facteurs qui contribuent au manque de motivation générale de la population urbaine pour faire des efforts physiques suffisants au maintien de leur santé et, par ce fait, contribuer au maintien d'une pollution importante en ville. Quelle est donc la solution?
L'idéal serait que tous se prennent en main et participent à la réduction des différentes causes de la détérioration de santé globale. Donc manger plus d'aliments de saison et locaux, en plus d'utiliser la marche ou les transports publics désengorgeant nos routes et nos artères.